Alors, on a parlé de cette idée d'engagement et d'agir à son niveau. Dans la méthode progressiste, il y a aussi cette idée aussi assez humble, qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va marcher. Et quand on ne sait pas à l'avance ce qui va marcher, on a besoin d'expérimenter et on a besoin d'évaluer. Et donc, pour en parler, on a le plaisir de recevoir un grand mathématicien qui est aujourd'hui, qui était ancien directeur de l'Institut Henri Poincaré et qui est aujourd'hui député La République En Marche de l'Essonne. Et donc, je vous demande d'accueillir maintenant Cédric Villani. Chers amis, chers collègues, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être parmi vous. Un plaisir aussi de féliciter les organisateurs pour l'extraordinaire qualité de leur travail sur cette conférence. L'expérimentation, l'évaluation, les mesures de ce qui marche ou pas, c'est un des principes fondateurs des sciences. C'est aussi un principe qu'il convient d'appliquer en politique. Et pour démarrer cet exposé, je vais commencer par un petit conte qui se placera sous le signe de la science et de l'action en faveur de la société. Il était une fois, dans les années 2000, un neuroscientifique au MIT, médecin d'origine indienne, très soucieux de faire le bien dans son pays natal et qui se lança dans le soutien à un grand programme, projet Prakash, pour donner la vue à des jeunes qui avaient été aveugles toute leur vie parfois, parce que souffrant d'une cataracte congénitale dans un endroit où il n'y avait aucun accès à la chirurgie. Grand projet de progrès et en même temps, grande émotion de scientifique de savoir qu'il allait pouvoir, à travers ce projet, réaliser un vieux rêve. La résolution de l'expérience du problème de Molineux. Problème posé par William Molineux, philosophe irlandais au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui se passerait par rapport à la perception pour quelqu'un qui n'aurait jamais eu la vue et qui l'obtiendrait d'un coup? Auparavant, il ne concevait les formes qu'à travers le toucher. Est-ce qu'il saurait faire la correspondance entre ce qu'il arrive à voir maintenant et ce qu'il touchait? S'il voyait une sphère, est-ce qu'il comprendrait que c'est le même objet que la sphère qu'il avait l'habitude de toucher? Dans le cas de ce projet Prakash, l'expérience a pu être réalisée. Et la réponse, à votre avis, on fait la connexion ou pas? Non, on ne la fait pas. Pas facile de comprendre, de deviner. Impossible. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que quand même, il suffit de quelques jours d'entraînement aux jeunes pour la faire, cette connexion. C'est le genre d'expérience qui, à la fois, vous rend heureux d'apporter quelque chose d'extraordinaire et en même temps vous permet de faire progresser les connaissances. Imaginez ce que c'est quand vous êtes scientifique, une expérience qui a été imaginée il y a 300 ans, vous allez réussir à la faire maintenant et apporter une réponse dont personne ne savait trop ce que ça allait être. Une démonstration de ce que l'expérience joue un rôle toujours irremplaçable, comme depuis les débuts de la science moderne, vers 1600, aux côtés de la logique, de la déduction, des théories. Et l'expérience, c'est, comme on l'apprend à l'école, une étape du cycle, théorie, expérience, conclusion, etc., etc. Et on a quelques beaux exemples à l'école, mais très souvent, c'est complètement différent. Il y a plein de styles d'expérimentateurs. Il y a ceux qui se fichent royalement de la théorie, comme Graham Bell, l'un des plus grands inventeurs du XXe siècle. C'était du bourrin complet, on expérimente tout ce qui est possible, du matin au soir, des horaires pires que ceux d'un député dans l'hémicycle, et en avant, on se fiche de savoir pourquoi ça marche tant que ça marche. Et puis vous avez des fois des expériences subtiles qui prennent leur place dans des théories qu'on ne connaît pas encore et qu'il faut très longtemps pour interpréter. Prenez Francis Brown au XIXe siècle, il observe ces petits grains de pollen qui s'agitent erratiquement dans l'eau. Il faudra attendre le XXe siècle pour qu'on comprenne que c'est une manifestation de la nature atomique de la matière. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'expérience, certaines des découvertes scientifiques qui ont fait le plus de bruit ces dernières années, c'était juste la possibilité de monter des expériences. On pense par exemple, il y a quelques années,
Du bruit pas seulement chez les scientifiques, tenez. Il y a quelques années, je recevais un email d'une personne qui me disait « Monsieur Villani, expliquez-moi pourquoi j'entends tout le monde parler du besoin de X. » Le besoin de X. Il m'a fallu un petit moment pour comprendre que c'était le boson de Higgs qui venait d'être mis en évidence par une expérience extraordinaire dans le CERN, cette grande fierté européenne née d'un mélange de volonté scientifique et de volonté fédéraliste européenne. Ou plus près de nous, prenez la mise en évidence des ondes gravitationnelles, ces variations infinitésimales d'espace et de temps. Quand vous êtes traversé par une onde gravitationnelle, mes amis, votre taille varie, mais d'environ un 10 millième du diamètre d'un proton, autant dire que vous ne le sentez pas. Et c'est incroyable d'imaginer qu'après 50 années d'expérience et des centaines de millions d'investissements tout compris, on a pu les observer. Grand projet américain qui est arrivé en premier, grand projet européen qui était pas loin, et qui ont démontré, qui ont pu observer et mesurer certaines de ces ondes, démontrant qu'elles étaient la résultante, l'écho d'un événement inimaginable, deux trous noirs entrant en collision il y a plus d'1 milliard d'années. Un jour, j'étais dans le cadre d'un débat, dans le cadre de mon activité d'enseignement en Afrique, c'était à Limbé. Il y avait des étudiants qui venaient d'un peu partout en Afrique qui ont parlé de ça. Et il y a un étudiant qui m'a dit « Monsieur, professeur, comme je serais fier qu'on puisse faire de telles expériences sur ce continent, nous rappelant que être heureux, c'est pas seulement avoir de quoi vivre, de quoi se nourrir et tout ce que vous voulez, les fonctions vitales, c'est aussi avoir la possibilité de réaliser des rêves au nom de l'humanité. Et les expériences, ce qui est si beau, c'est qu'il y a une part de rêve. Chaque fois que vous mettez la machine en marche, vous vous demandez ce qui va en sortir. Alors, dans les domaines qui nous intéressent directement, sciences humaines, sciences économiques, sciences politiques, dans ce contexte, aussi il y a plein d'expériences. Et pas forcément besoin de dizaines et de centaines de millions d'euros de financement. Parfois, c'est des expériences qui ne coûtent rien et qui peuvent être surprenantes. Parce qu'il y a plein de choses sur notre perception, sur notre communication, sur les rapports des uns et des autres dont on n'a pas conscience, ni les politiques, ni les universitaires, ni les humains eux-mêmes. L'un des célèbres économistes du XXe siècle, Dan Kahneman, spécialiste des biais cognitifs, a fait un best-seller sur ce genre de choses, Thinking Fast and Slow, montrant tout ce qui peut altérer notre perception rationnelle de problèmes économiques. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Qu'est-ce que c'est la fréquence? Et ainsi de suite. Il nous parle par exemple de cet effet Floride qui a été démontré par l'expérience, selon lequel le simple fait de penser à des images associées à la vieillesse vous fait ralentir le pas, littéralement. Dan Kahneman travaillait avec Amos Tversky et pendant des années, chaque matin, ils se sont demandé quelle expérience on pourrait mener qui va nous aider à mieux comprendre les humains. La plus célèbre et la plus controversée peut-être de ces expériences portait sur la perception des probabilités, c'était l'expérience Linda, et si vous voulez bien, on va la faire ensemble, à coup sûr certains dans la salle la connaissent. Est-ce qu'on peut rallumer les lumières s'il vous plaît en régie pour qu'on puisse voir les charmants visages d'auditeurs? Voilà. Je me suis dit, expérience Linda, c'est une des plus célèbres qui soit, on va la faire sur les sympathisants République En Marche, on va voir ce que ça donne, on ne sait pas. Voilà, c'est sorti dans les années 80 à Berkeley, et je vous livre dans sa version la plus simple, mais originelle, ou presque. Je vais vous dire quelques petites phrases sur une jeune femme nommée Linda, et je vais vous donner le choix entre deux possibilités pour décrire ce qu'elle est, et vous me direz laquelle est la plus probable. Linda est une jeune femme de 31 ans, très franche, brillante, qui a étudié la philo et qui manifeste pour l'écologie. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus probable? Premièrement, Linda est une employée de banque. Ou deuxièmement, Linda est une employée de banque avec une forte conscience féministe. Voilà, en quelques minutes, on a posé les phrases d'une des expériences de psychologie cognitive les plus controversées des dernières décennies. Alors, ceux qui pensent que c'est plutôt le scénario 1 le plus probable, Linda est une employée de banque, levez la main. Ceux qui pensent que c'est plutôt le scénario 2, levez la main. Ceux qui ne savent pas, levez la main.
Vous n'êtes pas exactement distribué selon la moyenne de l'ensemble de la population, mais on a vu que les votes étaient partagés entre les uns et les autres. Alors, il y a des expériences dans lesquelles, si on avait plus de temps, je vous laisserai discuter avec votre voisin 1 minute pour voir, pour argumenter et voir comment ça change votre perception. Et on voit dans les expériences aussi que ça fait changer. La réponse est très clairement le premier scénario. Pour une raison très simple, si vous êtes un employé de banque avec une forte conscience féministe, vous faites partie aussi de la famille plus grande des employés de banque. Et donc ce deuxième événement est plus probable. Tous ceux et celles qui se sont fait avoir, vous inquiétez pas, vous êtes parfaitement dans la norme. En pratique, 2/3 des gens se plantent pour ce petit problème. Et ça pose plein de questions. Et c'est le genre de choses qu'on peut expérimenter et qui vient s'insérer, comme le montrent Kahneman et les autres, dans la vie de tous les jours, dans la façon dont on apprécie sa chance, dans la façon dont on catégorise les gens dans les rapports des uns avec les autres. À l'Assemblée nationale, oui, c'est très bien dit, il y en a de ces phénomènes cognitifs extraordinaires. Tout ça, ça vient avec des expériences. Et les expériences, j'aimerais insister sur le fait que c'est des accès à la connaissance, mais c'est aussi bien plus que ça. Les expériences, c'est une façon pour une institution ou pour une société, pour un individu de s'entraîner. L'instruction ne fonctionne jamais bien, l'éducation ne fonctionne jamais bien sans l'expérience, sans la manipulation, sans les jeux. C'est l'une des découvertes dans les sciences de l'éducation les plus importantes de ces dernières décennies. Et ça sous-tend beaucoup de méthodes dont on parle, Montessori, Singapour, les actions de la main à la pâte, les actions des petits débrouillards, et ainsi de suite. Et on sait aussi que c'est important de laisser aux enseignants le soin d'expérimenter en classe la liberté pédagogique. On sait aussi que les systèmes sont très efficaces, en particulier dans certains pays comme le nôtre, pour brider ces expérimentations. Soit que la hiérarchie empêche les expérimentations de se faire, soit que, ça c'est encore plus terrible peut-être, une fois qu'une expérimentation a bien réussi, l'éducation nationale ou toute autre institution s'occupe de l'imposer à tout le monde en se disant que ça va marcher pareil. Mais non, ce qui marche bien sous la signe de la liberté, le simple fait de l'imposer peut le faire planter. On voit sur ces exemples comme on a besoin, pour toute société, pour tout projet, de laisser de la marge à l'expérimentation et de l'institutionnaliser. Et les grandes entreprises, les grands projets qui fonctionnent et les grands projets politiques qui fonctionneront seront aussi ceux qui réussiront à institutionnaliser l'expérience sans pour autant brider la créativité. Pour le futur, on sait que la technologie va changer beaucoup de choses. Ou peut-être pas après tout. L'intelligence artificielle, l'un des mots-clés qu'on entend le plus par rapport aux évolutions technologiques du futur, j'ai travaillé dessus dans le cadre d'un rapport au gouvernement. On pourrait se dire, avec ces techniques algorithmiques qui permettent de prédire et de prévoir, on aura moins besoin d'expérimenter. C'est le contraire, mes chers amis. L'intelligence artificielle s'est construite dans l'expérimentation, de façon très pragmatique. Les réseaux de neurones dont tout le monde parle, il y a encore quelques années, les meilleurs théoriciens expliquaient, arguments à l'appui, que ça ne fonctionnait pas. Et ce sont l'acharnement de quelques expérimentateurs comme le français Yann Lequin ou le québécois Yoshua Benjo qui ont démontré qu'en fait ça marchait. On ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, ça marche si bien. Quand il s'agit de comprendre l'économie numérique, les bons modèles par exemple de partage de la mobilité, un problème crucial pour des questions de confort et d'environnement, il n'y a que l'expérience qui permet de savoir quels sont les modèles économiques qui fonctionnent ou pas. Parfois, des récompenses minimes changent tout, même si les participants n'en ont pas conscience et pensent sincèrement qu'ils s'en fichent. Les expérimentations telles que le robot de Noriko Arai, qui passe les concours d'université au Japon et se classe sur les concours à peu près dans les 20% meilleurs étudiants japonais, bien que complètement crétin et comprenant rien à ce qui lui arrive, nous montre que notre rapport au concours est très particulier, que les concours, ça ne mesure pas l'intelligence, mais autre chose. Et avant de se lancer dans ce projet, personne ne savait s'il réussirait. L'équipe de Noriko elle-même pensait en majorité qu'elle n'y arriverait pas. Ou encore, dans le domaine social, plus près de chez nous, pour tester l'efficacité des nouveaux algorithmes dans l'aide à la recherche d'emploi, qu'a fait Pôle emploi?
une expérience. Une expérimentation, un A/B test, comme on va dire, en faisant passer les uns à travers telle moulinette algorithmique et les autres selon les méthodes traditionnelles. Et on a pu voir que certains algorithmes qui avaient l'air très prometteurs ne fonctionnaient pas, et que d'autres, qui semblaient plus exotiques, fonctionnaient beaucoup mieux. Avec l'intelligence artificielle, on sera dans un monde d'autant plus sous le signe de l'expérimentation que tous les liens, les interactions entre algorithmiques et humains sont un grand champ à défricher. Et c'est pourquoi, dans ma discours de remise de rapport au président de la République, j'avais choisi expérimentation comme l'un des 3 mots-clés sous lesquels toute politique de l'intelligence artificielle devait se placer, aux côtés du partage et de la souveraineté. Et de la même façon, dans mon rapport au ministre de l'Éducation nationale, avec Charles Torossian, nous avions recommandé les expérimentations, évaluations sur des méthodes pédagogiques, didactiques variées pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais aussi la création de laboratoires de mathématiques dans les lycées, des lieux où l'on discute d'expérimentation. Ces laboratoires, ça fait 40 ans qu'on en parle, ils sont en train de se mettre en place, en particulier grâce à l'action très efficace du ministre et de ses équipes. Et puis, n'est-ce pas emblématique que le ministre ait choisi d'installer au centre du ministère de l'Éducation, au 110 rue de Grenelle, le 110 bis, un laboratoire d'expérimentation pédagogique et didactique. C'est important dans le cadre de l'éducation, c'est important ailleurs. Pour n'importe quel projet, organisation du futur, en matière de politique aussi, il nous faudra avancer avec des idéaux, des concepts et de l'expérimentation pour le progrès. Je vous remercie. Merci.